Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier panel effectivement sur l'éducation et la démocratie. Je voudrais commencer cette conversation en évoquant une phrase de l'écrivain Georges Semprin qui écrivait la question n'est pas quel monde laisserons-nous aux enfants de demain, mais plutôt quels enfants laisserons-nous à ce monde-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'impression que autant la crise écologique est dans les préoccupations de tous les politiques pour le futur pour l'avenir commun de l'humanité, autant la crise éducative est, elle, peut-être moins évidente, en tout cas moins mise en avant. Et pourtant, les faits sont là. L'Occident traverse une crise de l'éducation. Autant au XXe siècle, on a eu une accélération prodigieuse de l'alphabétisation, de l'instruction des masses, qui a permis justement les démocraties libérales et qui a permis l'existence des démocraties, autant depuis quelques années, peut-être depuis la fin du XXe siècle, on a l'impression qu'il y a une forme de décrochage du niveau éducatif en Occident. C'est assez clair en France, en tout cas, le niveau éducatif ne cesse de décrocher de classement PISA en classement PISA. J'imagine qu'aux États-Unis, il y a aussi ce genre de problème qui se pose. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de diplômés dans nos démocraties. Et pourtant, on a le sentiment aussi que la méritocratie ne fonctionne plus. En tout cas, qu'il y a un clivage de plus en plus fort entre, d'un côté, les diplômés et ceux qui ne le sont pas, et qui posent des problèmes politiques. Et on sait que la démocratie fonctionne et repose sur l'éducation des citoyens. Et que dans un monde de plus en plus polarisé, où l'image supplante de plus en plus l'écrit, où les écrans remplacent les livres, eh bien, l'école devient de plus en plus menacée. Le sanctuaire qu'elle était est menacé. Alors on va se demander, avec les invités qui sont là, que je vais présenter tout de suite, si l'école a encore un rôle à jouer dans ce contexte extrêmement difficile, si son rôle est de former des citoyens pour résister justement, pour défendre la démocratie, ou simplement de fabriquer des travailleurs pour le marché du travail, ou d'instruire. Nous nous demanderons si elle doit éduquer ou instruire, avec mes 4 invités qui sont là, que je vais présenter. Joshua Mitchell, à ma droite, vous êtes professeur de théorie politique à l'université de Georgetown, spécialiste de Tocqueville. Vous avez donc bien toute votre place ici. Constantin Sigoff, vous êtes directeur du département d'études européennes à l'université de Mogyla à Kiev. Et vous avez notamment publié un livre avec Laure Mandeville, que je signale, Quand l'Ukraine se lève, où vous témoignez de la force et du courage de votre pays dans cette période si difficile. Jan Yarbrough, vous êtes professeur de sciences sociales à l'université de Baldwin et spécialiste de Jefferson. Et Mathilde Brézé, vous êtes professeur agrégé de lettres, vous enseignez en lycée le français, le grec et le latin dans un lycée de la région parisienne. Et je vais peut-être commencer par vous, Mathilde Brézé, parce que vous êtes une enseignante de terrain qui avait des jeunes élèves de terminale. Et j'aimerais vous poser cette question. Aujourd'hui, on a un débat dans nos démocraties entre, d'un côté, les conservateurs qui vont dire l'école doit transmettre des connaissances, transmettre un héritage, transmettre tout un patrimoine culturel, et de l'autre, des progressistes qui vont plutôt dire l'école est là pour émanciper des déterminismes, elle est là pour faire des citoyens libérés de leur héritage. J'aimerais vous demander comment vous, en tant que professeur sur le terrain, comment vous concevez votre mission. Est-ce que c'est transmettre des connaissances? Est-ce que c'est éduquer des jeunes gens? Oui, merci beaucoup pour cette question. Je suis très heureuse de pouvoir parler ici aujourd'hui de l'école et de l'éducation en collège et en lycée. Évidemment, la question de l'éducation, elle est tout de suite politique. Chaque gouvernement qui arrive a envie de se saisir de cette question-là pour former la jeunesse de son pays. Et nous, ces derniers temps, en France, avec les différents gouvernements qui se sont succédés, on a vu les différentes politiques éducatives que vous venez d'évoquer très très vite se succéder, ne pas être forcément mises en place parce que les gouvernements bougent, mais on a vu avec le ministre Pap Ndiaye en 2022 cette école de l'émancipation dont vous parlez, donc émanciper les élèves des tutelles, de la religion, la classe sociale, la famille.
on a vu très brièvement avec Amélie Oudéa-Castéra, elle a proposé un projet qui s'intitulait l'école de l'épanouissement. Et elle n'est pas restée très longtemps. Gabriel Attal est arrivé pour proposer le choc des savoirs, le retour de l'instruction, et donc proposer un tournant totalement différent. Ce qui me frappe, moi, en tant que professeur qui enseigne, donc nous, on est à l'autre bout de la chaîne. On reçoit tous les 6 mois ou tous les ans des nouvelles instructions. Vous allez émanciper. Non, vous allez mettre l'accent sur les savoirs. De l'autre côté de la chaîne, ce qui me frappe, c'est la manière dont l'éducation est pensée par nos politiques, non pas d'abord pour l'élève, mais d'abord pour la société. C'est-à-dire que le sentiment qu'on peut avoir, nous, c'est que notre société est extrêmement imparfaite, donne peu de satisfaction en ce moment. Elle est traversée par, je parle de la France, mais c'est sans doute valable ailleurs, par des problèmes qui peuvent concerner la laïcité, qui peuvent concerner la tolérance, qui peuvent concerner le vivre ensemble. Et donc, on imagine des politiques qui vont venir régler ces problèmes de société. D'abord, on veut former des citoyens qui formeront une société désirable. Et donc on met l'accent, comme je le disais, sur la laïcité ou sur l'égalité des chances, sur le féminisme. Et on introduit à l'école beaucoup de concepts qui n'ont pas toujours vocation à former la personne humaine, à former les élèves, mais d'abord à modeler cette société dans laquelle ils seront versés. Et je peux vous donner des exemples concrets. Donc mon impression à moi, c'est que cette attention à la société qui prime sur l'attention à l'élève, évidemment, provoque des effets délétères sur l'éducation de l'élève. C'est-à-dire qu'on l'oublie, on oublie ce que c'est qu'être un adolescent, on oublie de penser aux conditions d'apprentissage, à la formation des esprits, avant de régler le jeu des classes sociales et des communautés. Et j'ai, par exemple, un exemple concret que je peux partager avec vous. Il y a un certain nombre de décisions qui sont prises dans les lycées en France de manière communautaire. Le conseil pédagogique se réunit et on prend certaines décisions pour le lycée. C'est présenté récemment pour nous la question évidemment du numérique et la question d'équiper d'outils numériques nos élèves. Donc en tant que professeur dans mon lycée, on se retrouve à réfléchir à cette idée-là. Le premier réflexe des professeurs a été de se dire aucun contenu efficace n'est pensé maintenant pour les tablettes ou pour les ordinateurs. C'est déjà suffisamment difficile de récupérer l'attention de nos élèves. A-t-on envie de créer une muraille entre eux et nous, une muraille physique avec cet écran qui s'interpose? Je ne vous fais pas la liste des doutes qui se sont élevés, mais ils ont été nombreux. Ils se sont élevés d'abord. Et pourtant, la décision à la fin du conseil pédagogique a été de se dire « oui, on y va, on les équipe ». Parce qu'entre-temps, un certain nombre de professeurs se sont dit « oui, mais l'égalité ». Certains élèves n'auront jamais accès par eux-mêmes, certains élèves n'ont pas les moyens de s'acheter ces outils. Si c'est l'école qui leur fournit, alors on crée de l'égalité dans la société. Et la raison pour laquelle on a pris cette décision, qui à mon avis pédagogiquement est discutable, et d'ailleurs qui nous a posé des difficultés dans la suite, a d'abord été une raison sociale. C'était pour créer plus d'égalité dans la société qu'on a pris une décision, je pense, pédagogiquement peu fondée. Et la question donc, que je me pose et que je voudrais partager avec vous aujourd'hui en tant que professeur, c'est, et citoyen, est-ce qu'on veut penser l'école pour l'élève ou est-ce qu'on veut la penser pour la société? Il me semble que l'élève peut mériter d'être une fin en soi. Avant. Merci. Jenny Harrow, vous enseignez, vous, à l'université. C'est bon. You teach at university. Do you think that this entrism of old problems of society within the university is a big problem today? Okay, as soon as I figure out how to turn this on.
I think education is a huge problem. It starts at the college level and it works its way down all the way through pre-kindergarten. And it's the teachers who form the professors who form the teachers who form the students, and you produce a whole kind of person. And although I agree that one needs to take into consideration the education of individuals, you have to consider the role of civic education, because we're talking about republics. We're not talking about authoritarian governments. We're not talking about dictators. And so you need to have a certain level of competence when it comes to understanding your own countries. And one of the problems is that the smart money thinks that you should become a citizen of the world. And you can't become a citizen of the world if you are not first a citizen of your own country. And what has happened in the United States, starting, I'm not going to go all the way back in education history, it's too boring, but starting with SDS, which most people, or many people in the audience will recognize, because this is the 60s. And the 60s produced this What are SDS? SDS, Students for a Democratic Society. And they produced the Port Huron Statement in 1962. And it said, we're no longer interested in workers. We are interested in students. We need to take over the educational institutions. And the net effect of that was that the students became radicals, radicals became professors, professors became tenured. And now we have the next iteration of that, which is critical, it's all the alphabets. It's critical race theory, CRT. It's diversity, excellence, and inclusion, DEI. It's LGBTQ++. And so you have all of these new ideologies which have become the focus of classes. And you don't teach anything, I do, but I'm really in the minority, where you actually try to teach what the great problems are that have confronted American democracy. The Civil War, the question of slavery, the question of the limits of self-government. And we don't do that anymore. So at the moment, we are in pretty desperate straits, because what students are being is indoctrinated all the way down. Joshua Mitchell, je pense que vous aussi, vous êtes enseignant à l'université de Georgetown. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce climat qui règne à l'université aux États-Unis, où le militantisme a remplacé la transmission des connaissances et où finalement l'idéologie a remplacé la recherche de la vérité? I've been at Georgetown for 31 years, and my father was a professor, so I have watched this vicariously and directly since the early 1960s. I would say the last 20 years have been a very dark period for American universities. My students are increasingly frightened to speak up in public, because they are being evaluated increasingly not in the classroom, but in the social media platforms, and they're petrified of being canceled. So universities oftentimes will have robust free speech policies, but the real damage that's done is through cancel culture. My view is there's a larger movement here too, that certainly in the post-Second World War period, there was a push everywhere in Europe and America toward competence. In America, we had this movement called progressivism, which believed that citizens were not up
did not have the competence for self-government, and so we would have expert competence. This is a huge phase of American history. I think we've turned the corner now, and we've moved to a new phase where what seems to be most important for young people is to figure out who is pure and who is stained. I mentioned identity politics yesterday. I think this is the problem. Most American students are practicing the Jewish Passover ritual every day. And what do I mean by that? The Passover ritual is one in which you paint the blood of the innocent lamb on the door, on the lintel of your door, so that death will pass you by. And we now have a social equivalent of that throughout America, and I suspect in Europe as well for young people. You must paint some sort of innocent signal, whether it's Black Lives Matter or this office is green or whatever it happens to be, in order for social death to pass you by. So instead of focusing on the development of citizen competence, young people around the world today, especially in Western Europe and in the United States, are focusing on the question, am I innocent or am I stained? If I am stained, what do I have to do to at least admit my privilege or erase the stain that I have? You can't build a civilization when you're focused on identity politics, purity, and stain. Thank you. Constantin Sigov, je me tourne vers vous. Vous venez d'un pays, l'Ukraine, qui est actuellement en guerre. Vous avez, est-ce que dans la réaction que la population ukrainienne a eue dans ce moment de guerre, cette réaction de patriotisme, est-ce que l'éducation, l'école a eu un rôle à jouer? Est-ce que ça a permis aussi de transmettre cette espèce d'énergie nationale? Et est-ce que vous pensez que l'école a ce rôle à jouer aussi dans un cadre de conflit et de guerre? Oui, merci. Et permettez-moi aussi de dire d'abord très sincèrement toute ma reconnaissance pour Stéphanie, Jean-Guillaume, toute la famille Tocqueville, pour Laure Mandeville et pour chacune et chacun des participants des conversations au sens fort du terme, pour honorer votre belle langue et être bref. J'ai rédigé quelques lignes, mais avant de le dire, je tiens à vous dire, je pense que le leitmotiv des conversations Tocqueville n'a pas encore été prononcé, bien que vous ayez pensé qu'il inspire la famille Tocqueville. Le vent s'élève, il faut tenter de vivre. Je crois que c'est le leitmotiv de toute éducation, de tout enseignement maintenant en Ukraine. Et je me souviens que au plus fort de la bataille de Kiev en mars 2022, j'avais dit que notre résistance était liée par les milliers de fils à la grande tradition de la résistance européenne, au régime totalitaire quasiment absent du récit éducatif à l'heure actuelle en Europe. Mais sur ce thème essentiel qui s'ouvre notre livre où je dialogue avec Laure Mandeville, que vous avez évoqué, le sous-titre est important, la naissance d'une nouvelle Europe. Je tiens à vous dire que toute notre expérience aujourd'hui est liée aux souvenirs de nos collègues, amis, étudiants de notre université de Kiev et tous les Ukrainiens qui ont donné leur vie pour que nous soyons libres, que nous soyons là. Et permettez-moi de consacrer à leur mémoire mes pensées aujourd'hui. Nos étudiants et doctorantes disent qu'il leur arrive beaucoup plus souvent d'aller aux obsèques de leurs amis de leur âge qu'à leur mariage. La douleur pénètre nos jours et nos nuits et nous apprenons à cacher cette douleur, mais aujourd'hui, c'est un devoir ici impératif de traduire dans votre langue et dans la vie de l'esprit cette expérience. Donc, philosophe Patočka parlait, il nommait la solidarité des ébranlés. À mon tour, je dirais qu'il s'agit en ce moment de la solidarité des interpellés, c'est-à-dire que cette guerre nous interpelle, chamboule l'inertie d'une période ordinaire et nous lance en défi.
être ou pas être, to be or not to be. Si les Ukrainiens ont choisi de répondre être, to be, il s'agit aussi d'une question adressée à tous les Européens. Comment il peut entrer en enseignement, en pédagogie, dans l'éducation à l'heure actuelle sans trop tarder? C'est toute une question. Vous connaissez que l'Ukraine continue de se battre pour une liberté. Après la chute de Berlin, ça semblait évident pour tous les Européens, donné. Mais d'où parlez-vous? J'ai appris en France l'importance de cette question. D'où parlez-vous? Dans toutes les maisons d'Ukraine, la fenêtre est devenue l'endroit le plus dangereux. Le 24 février 2024, tout comme nos voisins et des millions d'Ukrainiens, nous avons collé à travers des vitres de nos fenêtres des bandes d'adhésives. Puis nous avons bouché chaque fenêtre à l'aide de nos livres favoris. J'ai eu de la chance d'avoir sur la main les œuvres de Montesquieu, Jefferson, Kant, Tocqueville et d'autres auteurs européens prolifiques. Ils sont un angle inattendu. Je pus soudain apprécier l'intérêt de mon travail d'éditeur, de la solidité de nos reliures. Les dictionnaires sont revenus au premier plan. Je me suis obligé à ne pas ouvrir les livres marqués des signes, des notes marginales pour transporter comme des briques entre les étagères et les appuyer des fenêtres des traductions des 5 volumes de Hannah Arendt, les 5 volumes de Paul Ricoeur et l'éducation européenne de Romain Gary en fait partie. Donc les cadeaux de l'ami ouvraient à la 4e dimension insoupçonnée de l'auteur même de ces ouvrages. À un moment, mon regard a croisé par les fenêtres celui du pilote d'un hélicoptère russe qui passait tout près de nos fenêtres, les nombreux hélicoptères de combat qui continuaient cette assourdissante escadrille se dirigeaient vers l'aéroport près de Kiev, Gostomel. Le choc qui provoqua en moi cette première rencontre avec l'horrible grincement porteur des morts m'a rendu allergique aux hélicoptères. La fenêtre, la partie la plus dangereuse de l'espace domestique, est liée de façon directe avec le risque venu du ciel. Il est étrange de regretter avoir chez soi plus d'une fenêtre. Est-ce que nos systèmes éducatifs donnent des clés aux élèves pour connaître, pour une connaissance, je dirais, basique sur les 2 systèmes totalitaires et leur postérité? Vous vous souvenez, après 1945, la première Europe s'est donnée pour tâche de rétablir l'économie et le droit à l'ouest de le rideau de fer. À l'est de celui-ci, dans la zone soviétique et nos non-droits, la question des droits de l'homme avait été remplacée par le concept sui generis des droits de l'inhumanité. Les questions qui posent les milliers de personnes tuées par le Holodomor, par le Goulag et d'autres machines de la terreur soviétique étaient restées sans réponse. La guerre en Afghanistan et les activités des SAP, des réseaux du KGB dans toute l'Europe et ailleurs ont tissé toutes sortes de nœuds coulants géopolitiques pendant la guerre froide jusqu'à ce que la fin de l'Union soviétique y mette fin. Mais le nœud du silence sur l'héritage du stalinisme et en quelconque second Nuremberg est resté. Après 1991, la 2e Europe a enfermé dans le placard le squelette d'un éventail tribunal chargé d'examiner les crimes du régime totalitaire soviétique. L'impunité pour les crimes contre l'humanité commis par ce dernier a laissé un énorme vide juridique et politique qu'aucune initiative économique ne pouvait combler. Les agressions militaires du Kremlin en Tchétchénie, en Géorgie, en Crimée, dans le Donbass et en Syrie n'ont pas nui à son impunité aux yeux de l'Occident. Le refus d'appeler les choses par leur nom a affaibli la résistance à un mal radical. Bref, depuis le lancement d'agressions russes, la 3e Europe connaît la plus grande guerre qu'elle a vécue depuis la Seconde Guerre mondiale. La bataille de Kiev que je viens d'évoquer n'a pas seulement été
en 2022 la première défaite militaire du poutinisme, mais elle a marqué la fin des illusions occidentales quant à la nature de ce régime. Pour la première fois au XXIe siècle, la frontière de l'Europe est devenue ligne de front. En Ukraine, des millions de gens ont répondu à ce défi et ma liberté et la vôtre sont directement liées à la question de savoir quelle sera la troisième Europe. C'est le sujet, effectivement, de notre livre, donc sous-titré « La naissance de la nouvelle Europe ». Et je dois dire que là, à Cherbourg, nous avons, la délégation ukrainienne, visité l'exposition de Titanic. Eh bien, effectivement, ça nous donne à penser. Et je dois dire qu'ici même, plusieurs personnes m'ont dit que le grand absent des débats électoraux en France, c'était la mention de la guerre, de l'agression russe menée contre l'Europe. On a accordé trop peu d'attention, non seulement à la guerre de Poutine contre l'Ukraine, mais aussi à la guerre hybride qui, souvent, diverses formes, il mène contre la France, notamment à son ingérence directe dans la campagne électorale par le biais des réseaux sociaux et d'autres moyens d'influence. Comme vous le savez, on dit que la tâche première du diable est de croire qu'il n'existe pas. À quoi bon lutter contre le mal absolu si l'on fait comme si il n'existe pas? Il faut savoir quelle stratégie on choisit. S'agit-il d'infliger une défaite au mal absolu commis par l'agresseur, ou bien de ne pas en parler et de faire comme si on ne l'est pas concerné? Le sort de la troisième Europe, et je conclus là-dessus, est entre les mains des gens qui ont été formés dans le climat tout à fait différent de la deuxième Europe. Toute leur vie s'est déroulée sans qu'il ait une expérience réelle de la guerre. Cette génération avait pris ses distances avec l'expérience de la guerre qui avait été celle de ses parents et des générations précédentes. Rien n'évoque plus quasiment la mort que la guerre. Quand le balancier de l'histoire s'est mis à pencher dans le sens si peu habituel d'un puissant memento mori, il a semblé indispensable de le repousser dans l'autre sens. Il ne s'agit plus d'ici évoquer la vie à la manière d'un Goethe ou de Pierre Hadot, mais d'évoquer cette illusion plus primitive des passagers de première classe à Titanic. On a visité l'espace immersion de l'expérience Titanic, c'est parfait, c'est magnifique. Et au musée, nous avons donc visité ça, les objets remontés de l'épave de Titanic, perdus dans le passé. Ils nous parlent de la catastrophe qui fut autrefois le naufrage du paquebot ou des rêves chimériques. Mais l'histoire de Titanic peut nous rappeler les défis beaucoup plus essentiels pour nous, les dangers réels et les mesures à prendre conjointement pour y parer. Entre les deux pôles qui sont memento mori et le memento vivere, notre mission est de fixer pour justement l'expérience éducative un troisième objectif pour nos élèves. Il s'agit des mementos des citoyens qui défendent leur institution fondamentale de la société démocratique. Il s'agit des mementos de la liberté personnelle et sociale que la dictature a déjà abolie à l'est de l'Ukraine et qu'elle cherche à détruire à l'ouest. Du memento de la dignité qu'elle cherche à détruire, du memento de dignité de chacun d'entre nous, des res publica, de notre bien commun menacé de naufrage. Je conclus en disant que devons-nous faire pour que le bien commun des hommes libres de notre continent ne sombre pas tandis que retentissent les clameurs des clans collectifs. Bref, je pense que le Titanic flotte encore et son destin n'est pas décidé d'avance. L'équipage des passagers capable de changer son destin. Donc dire que n'oublie pas de vivre, c'est notre motto. N'oublie pas d'être citoyen, n'oublie pas ta dignité, liberté, ni la liberté d'autrui. Merci. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut l'applaudir. Merci beaucoup de nous avoir rappelé l'importance de la transmission de l'histoire
pour former des citoyens capables de résister aux autoritarismes, aux totalitarismes, d'où qu'ils viennent. Et cette histoire, parfois enseignée effectivement à géométrie variable dans l'enseignement en Occident. Et vous avez mentionné cette menace extérieure des démocraties qui sont menacées par des empires totalitaires, autoritaires. Mais il y a aussi peut-être une menace à l'intérieur même des démocraties et une forme, non pas de Titanic, puisque ce n'est pas la rencontre avec un iceberg, mais plus une forme de sabordage ou de suicide du bateau. Et je crois que j'aimerais vous citer cette phrase qui m'a beaucoup marquée, moi, dans le livre d'Alan Bloom, L'âme désarmée, où Alan Bloom écrit quelque chose qui me semble important. Il dit... S'il y a une chose dont tout professeur qui enseigne dans une université américaine peut être sûr, c'est que chacun de ses élèves, au moment où il entreprend des études supérieures, croit ou dit qu'il croit que la vérité est relative. Ce qu'on leur a appris à redouter du dogmatisme, ce n'est pas l'erreur, c'est l'intolérance. Et j'ai envie de vous demander, à vous qui enseignez, est-ce que finalement cet enseignement de l'esprit critique qui était au fondement des Lumières, de la manière dont on conçoit l'individu dans les démocraties, n'a pas fini par dériver vers un relativisme qui remet en question toute possibilité de vie en commun, toute possibilité de transmission de savoir. Et est-ce que vous êtes frappé quand vous voyez vos élèves par ce relativisme? Peut-être vous, Jenny, vous avez quelque chose à dire là-dessus? Le relativisme, yes. Yeah, they certainly are. Struggling with relativism, but also, I think, great ignorance. They don't know anything, so it's very easy to be relativistic about, well, you say this and I say that, because you have no real confidence. And I think this goes back to something that Josh said, and that is that students really are afraid to speak because they will be canceled on social media. I've had students who say to me, would you please do this, because if I do it, it will be social death. And you can't run a university that way. You can't educate people that way. Students in the West who are well off, well-fed, are just simply really losing any sense of the virtue of courage. Not only physical courage, as you have to exercise it, but intellectual courage. I just want to cite something from the Wall Street Journal National Opinion Research Survey poll that appeared in the Wall Street Journal last year in 2023. In America, 38% of Americans think that patriotism is an important value. Among those under 30, it falls to 28%. So different from your situation. And there are similar declines in religion, in wanting to have children, and in community involvement. And what Tocqueville said about Americans, that they were citizens who understood their rights, they understood the Constitution, they understood the law, and they learned it a lot through practice. So you have this double assault. You have no opportunities to practice. There is no local self-government, which was a big point Hannah Arendt made. She was my teacher. And you have schools that have been taken over and become centers of indoctrination. And the indoctrination is basically Hobbesian. We want peace at any price. We don't want to make value judgments. We just want to get along and have a good time. Joshua Mitchell, vous vouliez réagir? You mentioned Alan Bloom. I was in graduate school and took classes from Bloom when his book, The Closing of the American Mind, came out. And I've taught it over the years. And I think, let me supplement what Jean is saying. There is a paradox. On the one hand,
there's a kind of relativism that runs rampant. There are no fixed understandings of anything. We don't know what a boy is. We don't know what a girl is. But on the other hand, I think Bloom only, in places he began to see that there's something else. It's not just relativism. It's absolute moral certainty that you get with what you all call wokeism here, that this is absolutely the right path. And if you defect in any way from this, you're in trouble. Let me just add one other thing, because, look, the only benefit I am to anyone here is that I can give you the Tocquevillian framework, which I think is so important. And Bloom was thinking of this when he's writing The Closing of the American Mind. The book is called The Closing of the American Mind. He is not concerned with the American mind. He's concerned with the elite mind in that book. And what we have to understand, and this is what Tocqueville saw, just bear with me for 1 minute. In the aristocratic age is characterized by imitation, and the democratic age is characterized by innovation. And we are moving from the aristocratic age to the democratic age. Tocqueville thought, and I think Bloom thought, and Tocqueville got it from Rousseau, that you're going to need to have two kinds of education. You're going to need to have one education that caters to the needs of innovation, science, technology, etc. This is important. But you must never forget that you have to have a second education for elites who are concerned with imitation, transmitting with love and joy the inheritance from the aristocratic age. And we've lost sight of that. Everything is now innovation. Everything is now so-called critique. It's not critical thinking. It's critique. It's tear down. And one last distinction. Hermeneutics of deference and hermeneutics of critique. Do you interpret a book and you defer to it? You recognize that you stand at the foot of greatness, or do you just rip it down? We have to have both in education, but our disposition now is to move only to critique, to tear down the great books of Western civilization. This happened in the United States starting in 1988 with Stanford getting rid of the white man curriculum, the great books. I'm sure it's happening here in Europe. It's fine to have critique, but you must have a small contingent of your population that is dedicated to imitation, to textual deference, to transmitting the great books, or you have no civilization. Très juste. Et ça me fait penser à ce que disait le philosophe britannique Roger Scruton, qui a terminé l'un de ses derniers livres par un mot que je trouve, pour moi, qui est au centre de l'éducation, qui est le mot de gratitude. La gratitude pour ce que nous n'avons pas choisi, ce que nous n'avons pas fabriqué nous-mêmes et que nous recevons. Et Mathilde Brézé, j'aimerais vous demander si vous, dans votre rapport quotidien avec les élèves, vous sentez cette espèce d'esprit critique qui mue en intolérance et qui finalement n'est plus réceptif au savoir, mais sans cesse dans une espèce de un mélange de relativisme et d'intolérance. Oui, c'est terrible, l'esprit critique. Il y a une injonction pour les professeurs à développer l'esprit critique chez leurs élèves, mais la vérité, c'est que personne ne sait comment on arrive à produire un esprit critique. Ou alors, comme vous le disiez, on croit qu'on arrive à développer un esprit critique en critiquant ce qui a été fait. Et donc, dans beaucoup de disciplines, en histoire, en sciences sociales, dans la plupart des disciplines, évidemment, qu'on appellerait des humanités, une grande partie de l'enseignement et de la transmission va avoir un angle critique envers ce qui s'est passé, ce qui a été dit, ce qui a été fait, ce qui a été écrit. Et en fait, ce que nous enseignons à ce moment-là à nos élèves, c'est critiquer, ce qui est tout à fait différent d'avoir un esprit critique. Et la pédagogie, moi, qui me semble beaucoup plus productive, beaucoup plus intéressante, qui demande un renversement de la perspective, ce serait plutôt la pédagogie de l'admiration. C'est en admirant des modèles, c'est en admirant parfois des vertus. C'était d'ailleurs le modèle pédagogique des anciens qui proposait des vies admirables. C'était Thucydide, ça a été aussi Plutarque, qui proposait des vies admirables en modèle à leurs élèves pour qu'ils s'en inspirent, pour qu'ils s'en imprègnent. Évidemment pas pour leur faire croire ou pour leur faire répéter que toute chose qui avait été faite était parfaite, admirable et devait être répétée. Mais l'admiration comme moteur
dans l'éducation est 10 fois plus puissant et 10 fois plus productif que la critique permanente. Merci beaucoup. Joshua Mitchell, vous vouliez rebondir? On the matter of gratitude, I have to tell a brief story. I left Georgetown for 2 years, 2008 to 2010, and became the acting chancellor of the American University of Iraq in Sulaymaniyah. We had a scholarship category for the Anfal students, the students whose fathers and mothers had been gassed to death by Saddam Hussein. And these students were so grateful. Whenever me or even teachers would walk down the hall, they would get up from the chairs that were on the side of the hallway and salute them, because they knew that the alternative to what they were living, which was hell, was this gift called education. We have lost that. Merci beaucoup. Je voudrais aborder un autre sujet, qui est peut-être la question de la méritocratie, qui me semble être au cœur de la démocratie. La démocratie, c'est un système où le plus méritant, normalement, doit obtenir le meilleur poste, non pas par la naissance, mais par la qualité. Et c'est sur quoi est basée notre éducation. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette méritocratie est cassée. Michael Sandel a fait un livre qui s'appelle « La tyrannie du mérite », où il montre que finalement, on a un système cassé où on n'a jamais eu autant de diplômés, et en même temps, la fracture entre les diplômés et les non-diplômés n'a jamais été aussi grande. On le voit en politique aujourd'hui, c'est de la fracture politique numéro 1 dans toutes les démocraties. Les diplômés et les non-diplômés votent radicalement différents. En France, on voit les non-diplômés votent Rassemblement National et les diplômés votent pour la gauche et le nouveau Front Populaire. Donc c'est une fracture très très prégnante dans nos démocraties. Et on a l'impression que cette méritocratie ne fonctionne plus et qu'elle est palliée par des systèmes d'inclusivité ou de discrimination positive qui créent aussi beaucoup de ressentiment. Donc j'aimerais peut-être avoir votre regard sur cette question de la méritocratie aujourd'hui, qui était censée être délivrée, assumée par notre système éducatif et qui ne fonctionne plus. Jenny Yarbrough, vous avez quelque chose... peut-être, est-ce que ça vous inspire, cette question de la méritocratie? I would say that Tocqueville got there first. Tocqueville talked about a manly equality that made people look up to those who succeeded. And then there was the depraved equality that wanted to tear down the people who had succeeded in a kind of Nietzschean ressentiment. And what you have to do is make sure that you don't veer off into a degraded equality. And the way you do that is by fostering a love of freedom. And freedom is the antidote to too much bad equality, excessive equality. And again, we could sit here and just quote Tocqueville for 2 hours, and we'd be very happy, especially Josh and I. But there is one, it may be my favorite, and that is that a simple idea, even if false, will be far more compelling than a complicated idea that is true. And that is why he was skeptical about the ability of Americans to export democracy, because the institutions that it requires are so complex. It's so much easier to say, get rid of the Electoral College, make the Senate based on population, get rid of the Supreme Court, and then you just have the rule of the people, and that's fair, and that's just, and that's good. And so those are the things that have to be resisted. But what we have now is a war on our Constitution, on our founding fathers, and on our holidays. We just I celebrated my holiday here in Cherbourg. But most Americans celebrated the 4th of July 2 days ago at home. And there were
celebrations and fireworks. But Lincoln warned that it can't just be about fireworks. You have to know what it stands for. And if you look at what we've been doing with our holidays, Columbus Day has been replaced by Indigenous Peoples Day. The whole meaning of the Declaration of Independence, 1776, has now in many circles been replaced by 1619, the 1619 Project, which marks the arrival of the first slave ship in Virginia. And so there's a war going on between which curriculum will really be taught. The people who wrote the 1619 Project said that that was the real founding of America and that racism is in the DNA of America. And you can't have 1776 and 1619, both, one of them has got to take priority. So you have our major holidays, Thanksgiving, often a time in which you now hear about how the white man tricked the Native Americans out of their land and their heritage. And when you start running down your holidays, or you just get nervous about teaching them because they're so fraught with danger, and I'm not getting into the religious holidays of Christmas or Easter or Hanukkah and all the others, but just the secular holidays. If you have no love, gratitude, respect for what you are as a country, you are very vulnerable to attack, both moral and physical. Constantin Sighoff, est-ce que c'est quelque chose qui existe aussi en Ukraine, cette espèce d'esprit critique ou de dévalorisation de sa propre culture, ou est-ce que c'est des questions que vous ne vous posez pas du tout et qui vous paraissent peut-être plutôt exotiques? Non, ce sont les questions qui nous préoccupent beaucoup. Et je vois que, par exemple, dans notre université à Kiev et dans d'autres villes d'Ukraine, on a beaucoup maintenant de business school of economics. Et j'ai appris récemment à Marseille, au moment de recevoir doctorat honoris causa, que les universités en France sont de plus en plus préoccupées que voilà, la jeunesse pleine de talents et des mérites va plutôt dans les business schools sans nécessairement chercher des diplômes d'État. Et les compagnies internationales s'intéressent plutôt aux skills et pas des diplômes de Marseille ou de Toulouse. Et ce qui est gênant un peu, que justement les mérites sont plus ou moins remplacés par les skills. Et on ne pourra jamais assez remercier les traducteurs qui nous permettent de communiquer véritablement ici. Mais pour leur donner une toute petite pause, je dirais 3 mots en latin absolument clairs pour tout le monde. À mon avis, notre moment pédagogique et historique est caractérisé par les 3 mots qui vont tout à fait dans votre sens: libertas, civitas et dignitas. Merci. Merci beaucoup pour ces 3 mots qui résume tout à fait ce que devrait être une éducation. Je vais peut-être passer la parole au public pour quelques questions. Je crois qu'il nous reste un quart d'heure. Vous avez un micro, voilà, si vous avez envie de... Monsieur. Bonjour, Philippe René Bazin. On a parlé de l'éveil du citoyen aux choses militaires, à la religion, à la générosité via la philanthropie. On a, il me semble, peu parlé de l'éveil du citoyen à la connaissance de l'économie. Or, dans les débats qui ont eu lieu pour ces élections, il m'a semblé que le niveau général de connaissance de l'économie des candidats eux-mêmes était quand même assez nul. Le niveau général de l'intérêt du public pour ces questions était également tout à fait nul. Donc, ma question, est-ce que c'est qu'en France, que l'économie n'a peut-être pas sa place encore dans l'éducation des citoyens pour les former à la démocratie? Qui
Qui souhaite répondre? On va prendre... Oui. Oui. Merci beaucoup. Vous avez dressé un portrait très intéressant, une autopsie peut-être d'une éducation civique qui va mal, qui ne tient pas ses promesses, qui ne parvient pas à construire des citoyens avec des outils pour intégrer la vie de la cité. Au-delà de ces constats, est-ce que vous avez aussi des pistes de solutions? Et si oui, quelle place devrait y prendre l'État? Quelle place devait y prendre la société civile? Et quelle place devrait y prendre la philanthropie? Merci. I would like to address my question principally to you, Dr. Yarbrough. I may agree with a lot of what you are saying, but I doubt that you are familiar with the work of a Vietnamese revolutionary named Nguyen Anh Ninh, who believed that national shame could provide just a great unifying factor and could also be just as much as a way to motivate the people as national pride. And I ask this question of you, being a great patriot, being born in the United States and happy to have been born in the United States. Why can't our national shame serve as a unifier? Thank you. Thank you. Maybe I'll let you answer now. Well, you're right that I haven't heard of the Vietnamese author you cite. I think it's just better to be positive about these things. Clearly, everyone in America these days is ashamed of the way in which we enslaved people for centuries. We are also perplexed about what to do with the Native Americans. Our original solution of putting them or expelling them and then putting them in reservations has created so many problems and injustices. But it seems to me that you get much more energy, much more positive resolve when you can take pride in your company, in your country, and open your country up to more people. That we should take pride in the 13th, 14th, and 15th Amendments, take pride in all of the changes that we have made. That is what motivates a people to action. Shame, I think, often enervates them and demoralizes them. Thank you. Quelqu'un veut répondre sur la question de l'économie, peut-être. Mathilde Brézé. Je sais même que l'économie est enseignée dès la seconde aux élèves français. Il y a une option spéciale qui est dédiée, alors c'est aux sciences économiques et sociales, qui fait que les élèves français sont familiarisés avec cette matière-là, ça continue. Ensuite, en première et en terminale, s'ils la conservent. Peut-être que ce n'était pas le cas des gens qui votent aujourd'hui. Peut-être qu'ils n'ont pas été exposés à cette introduction, ou alors tout simplement que cet enseignement ne fonctionne pas. Je n'ai pas beaucoup de pistes à apporter de mon côté là-dessus. Peut-être sur la question des réponses. Pardon. Oui, effectivement. Parce que les gens qui croient à l'économie de marché ne deviennent pas professeurs, mais businessmen. Voilà. C'est la question effectivement des professeurs et des gens qui dédient leur vie à ce métier sont peut-être des esprits moins familiers de ces questions-là. Je pense que c'est la réponse. Simplement sur la question de ce qu'on peut apporter et des solutions qu'on peut apporter à cet enseignement ou à cette perspective éducative qui ne fonctionne pas toujours. Il me semble qu'on pourrait envisager un renversement de notre perspective qui consisterait donc à prendre d'abord en question le bien de l'élève,
mais pas seulement son bien pédagogique, le bien de l'instruction qu'il doit recevoir, mais de cet esprit à former. De ce point de vue-là, je crois qu'on a tous peut-être besoin de changer de perspective sur l'éducation. Ce sont des caractères, c'est un esprit que nous devons former, et pas simplement des compétences, des disciplines dans lesquelles nous devons former nos étudiants pour qu'ils excellent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne s'agit pas de renoncer à l'idéal de l'égalité. Il ne s'agit pas de renoncer à cette idée d'égalité si importante en France et qui est quand même un moteur dans nos sociétés. Il ne s'agit pas non plus de renoncer à la laïcité, à ce concept qui nous permet de vivre ensemble. Simplement, il me semble qu'en cherchant d'abord à former des esprits, des hommes et des femmes, c'est-à-dire des gens qui sont soumis à la condition humaine, à la vie, à la mort, à la guerre, des gens qui vont avoir des questions très graves à se poser, en les aidant à répondre à ces questions essentielles de notre humanité. Kant disait « Que m'est-il permis d'espérer ?» Des questions métaphysiques, des questions très importantes. En proposant ces questions-là aux élèves qu'on forme, en cherchant d'abord ce qu'on peut appeler peut-être le bien et la vertu, on obtiendra ces conséquences positives pour la société. C'est-à-dire qu'en cherchant d'abord le bien, on obtiendra l'utile. C'est ça que j'appelle un renversement de perspective dans l'éducation. Si je souhaite d'abord à former mon esprit, je serai un citoyen éclairé, je serai conscient de ce que je dois, de ce que je peux, de ce que je peux critiquer et de ce que je peux aimer, et alors la société va en bénéficier nécessairement. Ça peut être concrètement mis en place dans des pédagogies différentes, évidemment, c'est peut-être pas le lieu pour y rentrer ici, mais ça demande d'abord un renversement de notre perspective à nous, acteurs, professeurs, parents de la société civile. Donc la philanthropie pourrait aider à développer ces idées-là, à développer tout simplement une autre manière de penser l'éducation, une autre fin à proposer à l'éducation, pas seulement une fin matérielle, matérialiste, de quel travailleur avons-nous besoin dans la société, de quel diplôme avons-nous besoin, mais de quel homme et quelle femme voulons-nous former pour demain. Et pour l'État, je n'aurai pas de réponse à vous apporter. Merci beaucoup Mathilde Brézé. On peut l'applaudir. Cousin Sigoff, puis Joshua Mitchell, vous aviez des idées sur les solutions peut-être et sur terminer sur une note peut-être d'espoir et de... Voilà, je tiens juste à donner une illustration concrète à cet engagement civique. Donc vous avez posé la question. Je crois que l'équipe des Conversations Tocqueville a une très bonne idée de mettre sur la couverture cette image. Je vous demande qui est sur notre programme. Donc nous avons porté 2 jours. Eh bien, les newcomers, les gens qui sont venus pour la première fois à Tocqueville cette année, peut-être ont le droit de connaître que c'est le prix Nobel de la paix, Alexandra Matviichuk. Donc son discours, ici même sur cette scène, discours tout à fait mémorable à Tocqueville, est disponible sur YouTube. Et je pense que ça mérite d'être aussi lu, commenté, analysé par les élèves dans différentes classes. Et je crois que cette speaker de très grande classe représente, à mon avis, en chair et en os, une incarnation même à la fois de la génération de la révolution de la dignité, et les juristes, les défenseurs des droits de l'homme. Et justement, elle fait une enquête admirable à la fois des gens qui sont maintenant dans les zones occupées, dans les zones libérées, et qui représente précisément cette génération qui nous donne beaucoup d'espérance pour l'engagement civique. Merci. Merci beaucoup. Et je vais juste laisser peut-être la parole à Joshua pour conclure. Vous aviez peut-être des idées sur les solutions à apporter justement à cette crise de l'éducation occidentale. Well, using the last word, I'm going to upend everything. You mentioned civil society. Bear with me. In the mediating institutions of our families, our churches, our civic associations, and to some extent in our educational associations, we learn intangible knowledge. What is friendship? What is love? What is trust? These are things that are personal knowledge within. Tocqueville said this is invisible knowledge. And he said most of the knowledge we need
in order to live in a democracy is invisible knowledge. It can't be taught in a school. It can be confirmed in a school, but it must be learned in these mediating institutions. And bear with me, I want to touch on issues that Muriel and Scott raised. These intangible competencies that we must develop are now being digitally outsourced. So we use the term Facebook friends. We have to first learn what friendship is, analog, real time with real people. And then we can have Facebook friends, the digital supplement to it. So all this invisible knowledge we have to learn in our mediating institutions. It can be confirmed and doubled down in our educational institutions. But what's happening is there's a giant sucking sound right now. The competence we need to become real citizens is being outsourced. We're losing track of it as our mediating institutions dissipate, and we're looking for substitutes, and the digital world is going to provide that, and we will have incompetent citizens if that continues. Merci beaucoup à tous les quatre pour ce débat passionnant. Merci.